Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat placé sur le thème valeur économique du pont Brazzaville-Kinshasa. Et comme vous le savez, la Banque africaine de développement a annoncé pour août 2020 le début des travaux de construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa. Ce projet intégrateur, qui date des débuts des années 70, n'a pu être mis en œuvre à cause parfois de l'égoïsme des autorités des deux capitales les plus rapprochées du monde. Brazzaville défend ses intérêts en valorisant le port de Pointe-Noire, tandis que Kinshasa souhaite d'abord la construction d'un port en eau profonde à Banana, car celui de Matadi est de capacité très réduite et peu compétitive. Alors, quelques informations pour plus de compréhension. Matadi est une ville de la République démocratique du Congo et capitale de la province du Congo central. Matadi abrite un port de capacité très inférieure, on l'a dit, parce qu'il n'est pas en eau profonde. Et pour contourner la difficulté et devenir compétitive, la RDC pense se doter d'un port en eau profonde à Banana, une ville située dans la province du Bas-Congo, à l'embouchure du fleuve Congo avec l'océan Atlantique. Lorsqu'on annonce la construction de ce pont, les travaux qui débuteront donc en août sont évalués à 550 millions de dollars. Faites la conversion en CFA, il suffit de multiplier par 500. Un investissement que se partage la BAD à hauteur de 210 millions de dollars et Africa 50, une plateforme d'investissement dans les infrastructures qui contribue à la croissance de l'Afrique. Deux grandes questions, avantages et inconvénients. Et avec moi pour en parler, j'ai à ma gauche Monsieur Basile Obongi. Vous êtes économiste et observateur de la vie politique. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Melzan. Comment vous sentez-vous dans la vie, dans votre peau d'économiste? Je me sens très bien. Et on va en débattre. En face de vous, j'ai Monsieur Jean Dibala. Vous êtes expert financier et cadre des banques. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Quand on parle de 550 millions de dollars pour un banquier, ça doit frissonner quelque part. Ah, bien sûr, c'est beaucoup d'argent. C'est une somme énorme. Et énormément important. Et en face de vous, Monsieur Augustin Benazo, analyste économique. Est-ce que vous y croyez en ce moment? Oui, franchement. On parlera des échanges commerciaux. Étant donné que nous sommes dans l'intégration sous-régionale. C'est normal. C'est pertinent. Alors, cher monsieur, y a-t-il des raisons de se satisfaire de cette annonce de la BAD? Je commence par vous, Monsieur Benazo. Oui, je pense que la joie, elle est là, parce que, étant donné que nous sommes dans une approche d'intégration sous-régionale qui existe déjà, qui sera renforcée par l'existence de ce pont. Deuxièmement, la mondialisation actuelle. Donc, voilà, ça permet aux deux pays de bénéficier des valeurs ajoutées dans les échanges interpays, également contre la sous-région. Donc, c'est pertinent pour la République. Mais entre-temps, il faut maintenant qu'on regarde quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, suivant chaque pays contributeur à la gestion de ce pont. Monsieur Dibala. D'abord, il faut rappeler que ce pont route-rail est un vieux projet qui date des années 71, comme vous avez su le rappeler. Et c'est un projet qui aurait pu être réalisé depuis longtemps. Mais c'est un projet qui a souffert de beaucoup de pesanteurs, des pesanteurs politiques, sécuritaires, et surtout d'un manque de financement. Et Dieu merci qu'aujourd'hui, grâce à la volonté des deux chefs d'État, donc le chef d'État de la République du Congo et de la RDC, voilà, enfin, ce projet va connaître un aboutissement et on ne peut qu'être heureux parce que c'est un projet qui va faciliter le développement des zones économiques spéciales de part et d'autre de ce nouveau pont. C'est un projet qui va favoriser la libre circulation des biens et des personnes, donc booster les échanges entre les deux pays. Et donc, ce n'est qu'une bonne nouvelle. Monsieur Obongi, vous êtes économiste et observateur de la vie politique. Sur votre deuxième facette, il y a une question, mais bon, votre réaction sur la première question en tant qu'économiste. Pour commencer, d'abord, je vous remercie de nous avoir invités à cette émission. Il faut d'abord saluer M. Berzan, le leadership des deux présidents. J'ai cité Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi. Tout en rappelant que ce projet, comme a dit mon ami en face, c'est depuis longtemps que ça devait commencer au temps du président Mobutu, en passant par le président Kabila. Mais ce que nous devons dire aujourd'hui, c'est qu'on est réjouis à cause
de la détermination de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Et enfin, nous allons voir cette route rail qui sera construite à partir du 20 octobre 2020. C'est déjà une bonne chose parce que pour le Congo, avec la création de la zone économique qui vont se mettre en forme d'ici là, ce serait une bonne chose. Vous êtes en même temps observateur de la vie politique. Ce pont a souffert d'un retard. M. Dybala a parlé tout à l'heure des pesanteurs politiques. Est-ce que vous êtes en train de dire que le Congo et la RDC ne s'entendaient pas pour jeter un pont sur le fleuve Congo? Où est-ce que ça clochait? Mais ça, c'est la volonté politique. Il faut savoir que le Congo, c'est un État souverain. La RDC également, c'est un État souverain. Et chacun de pays avait ses intérêts. Et qu'au moment où les discussions avaient commencé, les leaders politiques des deux pays ne se sont pas accordés. Donc, il n'y a que ces leaders politiques qui peuvent dire pourquoi ils ne se sont pas accordés et qu'ils se sont accordés maintenant. Mais pour nous, la population, c'est d'avoir cet ouvrage pour qu'il y ait la libre-échange de personnes et de biens entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Le reste, c'est la volonté politique. Quelle est votre analyse? Mais M. Dybala, vous aviez évoqué ces pesanteurs politiques. On sait que le financement a traîné. Vous aviez évoqué ces pesanteurs politiques en premier. Est-ce qu'on peut avoir comme ça une idée de ce qu'a fait que ce pont ne puisse pas être construit bien avant? Bon, effectivement, la construction de ce pont n'était pas du goût de tout le monde. Vous savez, déjà, à l'époque, on disait que ce pont devait causer un préjudice aux activités économiques des ports de Matadi et de Boma en RDC, puisque le pont route-rail devrait relier Kinshasa au port de Pointe-Noire, au port en eau profonde de Pointe-Noire, et ce qui devait favoriser plus le trafic entre Pointe-Noire et Kinshasa, au détriment du port de Matadi et de Boma. Et je crois que ce sont ces raisons qui ont beaucoup plus contribué à retarder la construction de ce pont. En d'autres termes, malgré le manque de compétitivité du port de Matadi, il fallait quand même utiliser ce port pour de l'autre côté du fleuve. Non, c'est que le port de Matadi, on ne vous a pas dit que le port de Matadi n'est pas compétitif. Quand on regarde en termes de volume, je dois avoir les volumes d'exploitation des différents ports. Le port de Matadi est au-dessus du port de Pointe-Noire. Voilà, donc c'est pas ça. Mais il y a eu plusieurs pesanteurs, comme disent les uns et les autres. Mais aussi, il y a des inquiétudes au niveau de chaque population, que ce soit du côté Brazzaville, du côté de la RDC. Avant la situation de l'insécurité, voilà, ça a été un des facteurs qui disait oui, est-ce qu'on peut le faire? Moi, je prendrais l'exemple du port autonome de Brazzaville, avec ce qu'il y a eu comme flux de trafic dans les années 2010 jusqu'en bas, avant qu'il y ait l'opération Batabakolo. C'est un port qui servait d'échange, qui facilitait le trafic entre les deux pays. Et donc, le pont n'est que une suite logique de l'existence des échanges qui existent entre les deux nations. Mais les pesanteurs existent, notamment au niveau de notre pays. Nous parlons du niveau sécuritaire, oui, mais si on fait cela, la fluctuation et également l'éthique des hommes d'État qui sont au niveau des ports, avec tout ce qu'il y a comme corruption qui intervient, on sait qu'est-ce que vraiment ça va apporter au niveau pays. Et ça fait partie des éléments que chaque nation a essayé de regarder tout ça. Mais la RDC aujourd'hui est dans les perspectives de construire un port à Banana. Banana qui est situé dans la zone de Mwanda, dans le Bas-Congo. Voilà, c'est à la bouchure entre le fleuve Congo et l'océan Atlantique. Voilà, c'est une partie où j'ai visité. C'est pertinent pour eux de faire un port là. Mais imaginez que la RDC dans le futur fasse le port. À quoi va ressembler le pont rail? Mais enfin, dans les perspectives, on n'est pas là. Mais il faut mettre dans les perspectives cette ambition, la RDC, de développer un port en eau profonde à partir de Banana. Alors une question, est-ce que le tirant d'eau n'est pas important pour déterminer la compétitivité d'un port? Parce que vous avez dit que le port de Matadi, qui n'est pas un port en eau profonde, est beaucoup plus compétitif que celui de Pointe-Noire, qui est un port en eau profonde. Le tirant d'eau, finalement... Non, on parle en termes de volume de trafic containerisé. Voilà.
C'est-à-dire que Matadi reçoit plus de conteneurs, a reçu plus de conteneurs que le Congo. Le Congo, par exemple, nous étions à 30 000 conteneurs en millions, en fait. Voilà. Mais la RDC était à près de 39. Donc au-delà de l'exploitation du port. Mais il faut aussi dire que ça dépend de l'économie du pays. La RDC, c'est un pays avec la population, donc les importations sont énormes pour nourrir les 70 millions d'habitants. Par rapport à notre port, 4 millions d'habitants, l'importation n'est pas assez favorable. Mais l'existence de ce port va permettre aux pays de la sous-région, comme le Gabon, mais le Gabon déjà a son port son port qui fonctionne, le Cameroun a son port Douala qui est un port compétitif, qui est aussi au-delà du port de Pointe-Noire. Et donc, la pertinence, fallait les études de faisabilité qui ont été développées. Bon, on n'a pas eu ce rapport, mais il y a quand même quelques inquiétudes à ce niveau. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un port en eau profonde finalement, si ça ne détermine pas la compétitivité Oui, le problème c'est que le Congo est dans une logique de surenchérir sur les coûts portuaires. Voilà, ce qui baisse le taux d'importation. Voilà, alors que les autres ports sont très compétitifs. Hein, on pourrait avoir des chiffres un peu plus avancés, voilà, dans ce sens. Alors on va poursuivre. Est-ce qu'on a des raisons finalement avec ce pont Rotrail d'avoir peur de le jeter sur le fleuve Congo? Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise chose du côté de la vie sociale en fait des populations, aussi bien de la RDC que de Kinshasa que de Brazzaville? Ben non, il ne faut pas avoir cette inquiétude. En fait, la population ne récolte que ce qu'a sémé les dirigeants. Aujourd'hui, les dirigeants se sont tombés d'accord pour construire ce pont. Les populations n'attendent d'abord que la construction. Les supputations que nous sommes en train de faire en tant qu'intellectuels, ça n'a rien à voir avec la réalité. Parce qu'aujourd'hui, il faut d'abord voir les avantages. Lorsqu'on va construire ce pont rail-route, quels sont les avantages que les uns et les autres vont... On reviendra sur les avantages, mais on revient d'abord sur la question, est-ce qu'on a besoin d'avoir peur? On parle, moi j'ai posé des questions à 2-3 Brazzavillans, ils ont peur d'une évasion des Quinois vers Brazzaville. Non, il faut pas voir en termes d'évasion de Quinois. Parce que la construction de ce pont route-rail fera en sorte que les deux pays s'asseyent dans le cadre des échanges, de la libre circulation des personnes et des biens. Ça, c'est évident. Il y aura des dispositions qui seront prises de deux côtés et que les deux pays vont tomber d'accord pour organiser les choses. Ça ne sera pas comme si c'était chacun pouvait rentrer comme il voulait et au lendemain il se réveille et ainsi de suite. Non, il ne faut pas avoir peur de ça. Ce que nous devons applaudir, c'est le fait que les deux pays les plus rapprochés, les deux capitales les plus rapprochées du monde puissent avoir un pont. Mais écoutez, nous ne pouvons pas rester en retard, monsieur Mexon. Pendant que les autres sont en train d'avancer, vous avez des inquiétudes. Moi, mon inquiétude viendra du côté économique. Pour dire, si le Congo a 4 millions d'habitants et que la RDC a plus de 80 millions d'habitants, pour nous, ce serait un potentiel important du marché si nous avons la production locale, si nous avons des entreprises qui produisent. Parce que 4 millions d'habitants, ce n'est pas un grand marché. Mais 80 millions, par contre, c'est un grand marché. Donc, on pouvait avoir des entreprises congolaises ici, le cadre industriel bien assis, et ça va. Je prends l'exemple du ciment aujourd'hui. Sur les 5 cimenteries que nous avons au Congo, mais si on continue à produire comme ça, dans 1 an, 2 ans, le Congo ne peut plus consommer ce qu'il produit. Donc il faut automatiquement aller vers l'extérieur. Mais le pays le plus grand en face de nous, c'est la RDC. Donc de ce côté-là, moi je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, les gens s'interrogent sur... Non, c'est le comportement. On ne peut pas dire qu'en République démocratique du Congo, tout le monde est malhonnête. On ne peut pas dire qu'en République populaire du Congo, démocratique du Congo, tout le monde ne va pas dans le bon sens. C'est vice-versa. Et au Congo-Brazzaville, et en RDC. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les deux gouvernements, les deux pays, doivent mettre des mécanismes après la construction du pont, comment les gens vont circuler, et effectivement l'application de la libre circulation des personnes et des biens. Moi, ce que je peux rappeler à mon cher frère, que les échanges ont toujours existé entre le Congo et la RDC. Ça ne sera pas pour la première fois, ok? Mais après, on tire les leçons de ce qui s'est passé. Voilà, aujourd'hui, les grands bacs n'existent pas. Vous remarquez que la population de Brazzaville a baissé un peu en termes d'effectifs des populations quinoises qui traversaient pour faire le commerce et tout, ok? Et quelle a été les leçons tirées des échanges qui existaient avant à travers le port autonome de Brazzaville? En fait, nous allons dans la même situation au niveau du port rail
du pont rail qui sera effectué. Voilà. Donc les conséquences, on connaît les conséquences. C'est pas notre affaire aujourd'hui. On connaît ce qui a été. Ça a été un port où il y avait une grande corruption, il y avait une fluidité de passage en termes de personnes non maîtrisables, non maîtrisées. Comprenez? On connaît déjà ces éléments. Mais en ce moment-là, quand on veut faire un nouveau truc, on se dit, est-ce qu'on a tiré les leçons? Quelle sera la nouvelle forme de gestion de ce pont rail au niveau de Brazzaville-Kinshasa? Est-ce que vous pensez que la sécurité peut s'exporter de Kinshasa vers Brazzaville? Non, je pense que, monsieur le journaliste, il n'y a pas lieu de s'inquiéter en ce qui concerne la construction de ce pont, parce qu'on pense que les flux migratoires vont se développer aussi rapidement. Non, je pense que notre sous-région connaît un grand retard dans la politique d'intégration. Et quand je prends le cas de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez comment les Ouest-Africains se déplacent d'un pôle à un autre, et ça se fait vraiment avec une mobilité extraordinaire. Et chez nous, ce qui est sûr, c'est que les services de sécurité mettront en place des mécanismes pour le contrôle des flux migratoires. Et donc, pour ça, je crois qu'on n'a pas à s'inquiéter. Mais par contre, ce qu'il faut plutôt voir, c'est le bénéfice que chaque pays va tirer sur le plan économique de ce pont route-rail. Mais ce n'est pas beaucoup plus les flux migratoires, parce qu'il y aura toujours, comme je l'ai dit tantôt, des mécanismes qui seront mis en place pour le contrôle et la maîtrise des flux migratoires. Vous parlez des bénéfices. On sait que déjà avec la traversée sur le fleuve Congo, on sait ce que le Congo donne à la RDC, on sait ce que la RDC donne au Congo. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce pont route-rail? C'est peut-être la célérité, mais sinon, c'est pratiquement la même chose. Monsieur Bongi a parlé du ciment. Pendant du ciment, il y a quoi? Bon, déjà, pour le Congo, la RDC est un grand marché. Évidemment. C'est un grand marché. Qu'est-ce qu'on propose à ce grand marché, nous, les Congolais? Effectivement, la construction de ce pont-là va certainement susciter nos dirigeants à mettre des stratégies pour booster notre production, afin que nous puissions aussi vendre à la RDC, plutôt que ce soit seulement la RDC qui exporte vers notre pays. Qu'est-ce qu'on peut vendre à la RDC qui n'existe pas déjà sur place dans les échanges économiques? Non, je vais d'abord... Qu'est-ce qu'on peut vendre? Vous savez, il n'est pas déjà produit en grande quantité là. Dans les années passées. Ça, c'est les années passées, mais maintenant... Mais voilà, tout à l'heure, il ne faut pas oublier le passé, parce qu'il faut le passé nous demande d'aller vers l'avant. Vous ne pouvez pas construire le président sans parler du passé, ce n'est pas possible. L'histoire existe et elle existera toujours. Qu'est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui en RDC qui n'existe pas déjà là-bas? Je prends un exemple. À l'époque, il y avait le marché des pagnes. Le pagne congolais était bien vendu à l'ex-Zaïre de l'époque. Mais les industries sont foutues, là, c'est fini. C'est ce que... Mais aujourd'hui, non, il y a eu la création de la zone économique et la zone de libre-échange. Ce qui s'est passé à Kigali. C'est pourquoi on a créé ça. Pourquoi le Congo a signé. Mais c'est parce que demain, il faut produire. Vous ne pouvez pas aller signer pour une zone de libre-échange si vous n'avez pas d'industrie. Donc, vous savez la politique du chef de l'État aujourd'hui, avec les zones économiques spéciales. Mais il faut qu'on mette en évidence ces zones économiques spéciales pour que nous arrivions à produire. Vous pensez que le Congo ne pourrait pas produire? Hier, on avait un problème de ciment, on a eu 5 usines en combien d'années? Donc si on a la volonté politique de le faire, les investisseurs viendront pour que nous produisons. Et effectivement, le pont route-rail va nous pousser, nous, République du Congo, à mettre des industries sur place pour que nous produisons pour vendre à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous pouvons produire qui n'existe pas déjà en RDC ou à Kinshasa, qui ne seront pas déjà sur place? Monsieur Bénageau. Je voulais dire que... on reviendra sur la question. Oui, la question elle est là. On va y répondre, en fait. Quand nous regardons les deux nations, quand on parle de non, demain on va produire, non, il faut produire aujourd'hui. Vous comprenez? En facteur économique, il faut produire aujourd'hui pour voir demain. Okay? Mais si on voit demain, c'est un contraste. Dans tous les cas, quand on regarde les deux pays, quel est le pays qui a plus des industries manufacturées ou des petites industries? C'est la RDC. La tomate vient de la RDC. Les biscuits que nos enfants mangent dans Brazzaville viennent de la RDC. Si déjà le marché de la RDC est prêt à affronter le pont, mais nous ne sommes pas prêts à affronter le pont. C'est là où le vrai problème.
c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Parce que dès que le pont va ouvrir aujourd'hui, vous allez voir que tous les produits RDC vont pénétrer au niveau Brazzaville. Dans tous les cas, entre les deux nations, il y a toujours une fluctuation en RDC en termes de monnaie. Vous comprenez? J'ai remarqué à Poto-Poto, par exemple, lorsque le dollar baisse à Kinshasa, les commerçants de Kinshasa ramènent le lait à Brazzaville. Lorsque le dollar monte à Kinshasa, les commerçants viennent acheter le lait de Brazzaville pour ramener en RDC. Mais le lait n'est pas produit au Congo, vous voyez. Donc, on n'a pas la force d'affronter ce pont rail. Il faut vraiment une mobilisation nationale pour dire oui, nous allons affronter le pont à partir de 2021 avec la production. Mais tel que nous sommes, si on ouvre le pont, non, on sera envahi. On a vu avec le port autonome de Brazzaville. Le sucre, la Saris ne vendait plus son sucre, alors que la Saris produisait du sucre. Mais en termes de coût, voilà, le savon, c'est 100 francs, 50 francs, vous en trouvez. Mais quelle savonnerie qui existait ici? Pierre Obambe qui faisait le savon a fermé. On consomme que du savon de la RDC. Donc le marché de la RDC est plus riche aujourd'hui pour envahir le Congo que nous, on a à donner. Si ce n'est pas le ciment ou bien d'autres choses. Mais voilà. Maxon, s'il vous plaît, moi je suis quand même un peu inquiet de nous les cadres congolais. Parce que nous qui parlons ici, nous qui sommes aussi au studio, nous sommes des cadres de ce pays. On n'a pas dit le contraire. Mais si nous ne croyons pas à ce que nous allons faire demain, je ne sais pas si c'est nos grands-pères qui vont se réveiller pour venir construire notre pays ou bien booster notre pays. Mais qu'allons-nous proposer? Mais écoutez, vous ne pouvez pas dire que le Congo n'a pas de potentialité. On ne l'a pas dit, mais qu'allons-nous proposer? Mais alors, si le Congo a des potentialités, la seule chose qui reste à faire, c'est nous, cadres de ce pays, les commerçants, les opérateurs économiques, que nous nous mettons ensemble pour regarder ce qu'on peut faire. Je prends un exemple. Monsieur Mexon, ici aujourd'hui présent, pourrait avoir 2 voitures V8 à la maison. Ah, ce serait trop. Je vais polluer 2 fois. Je prends un exemple. Mais ces 2 voitures, on peut acheter, on peut créer une petite entreprise, une moindre entreprise. Et les gens, les cadres qui parlent ici, oublient que la RDC n'a jamais été un pays socialiste. Mais le Congo a été, jusqu'à quelle année nous avons été pays socialiste? Donc, tout appartenait à l'État. Et c'est maintenant qu'on a commencé à mettre l'économie de marché. Ça fait même pas 5 ans. Il faut s'en réjouir. Donc, c'est nous les cadres qui devons booster ce qu'on a à faire. Les hommes politiques nous poussent, parce qu'en construisant ce pont route-rail, ça va nous booster, nous les cadres, d'avoir des idées de création des entreprises. C'est ça le problème. Donc, mais lorsqu'on se plaint pour dire qu'est-ce qu'on va amener demain, on se plaint pas. On se plaint pas. Je crois l'avoir déjà dit. J'ai dit que la construction de ce pont-là va susciter, je pense, la volonté de nos dirigeants à mettre en place des stratégies pour booster notre production afin que nous puissions aussi vendre à la RDC. Plutôt que ce soit que le contraire, c'est-à-dire que ce soit seulement la RDC qui exporte vers le Congo. En ce moment-là, est-ce que c'est la guerre de la production ou la guerre des prix? Non, moi je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, mais il ne faut pas qu'on se leurre à un certain niveau. Est-ce que c'est la guerre? Regardez, monsieur Mexon, regarde aujourd'hui le Cameroun, comment le Cameroun investit le marché congolais en oignons, en tout autre produit. Qu'est-ce que nous on renvoie au Cameroun? On parle de la RDC, on parle maintenant de la RDC. D'abord, le Cameroun, on n'arrive pas à gérer. Okay, on ne sait pas ce qu'on renvoie à la RDC. Au Cameroun, je vois des tankers qui ramènent des oignons et tout ce qui est nécessaire à Brazzaville. Mais quand ces tankers repartent, elles sont à vide. Vous comprenez? Déjà là, c'est un secteur qu'on n'arrive pas à bien réglementer. On va rentrer dans le pont RDC. Je vois qu'il ne faut pas qu'on se leurre. C'est que nous devons demander, peut-être qu'on va arriver à ce niveau, quelle stratégie pour la République du Congo pour affronter le pont rail. Dans l'hypothèse où on peut faire quelque chose, est-ce que ça sera la guerre dans la production, la quantité produite, ou plutôt la guerre dans les prix? Non, je voulais aussi dire que dans nos écoles, on nous a appris que la douane avait la valeur de maîtriser l'importation au niveau de la République. Je crois que tous les amis qui sont ici connaissent comment ça se passe. C'est-à-dire que le pays identifie le volume de consommation locale, le volume de production locale, et on voit le gap qu'il y a. C'est ça qu'on importe normalement. Mais chez nous, je ne sais pas si nos services font ce système. On se comporte comme un pays développé. Voilà. Où on se laisse aller, on fait tout ce qu'il faut faire, alors qu'il y a des principes dans la gestion. On ne devait pas importer pour importer, on devait importer le gap qui manque en République du Congo. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? Et voir comment le Congo aussi pouvait relancer sa production pour couvrir ce gap et éviter les importations. Vous savez que le taux d'importation au Congo, nous sommes à plus de 600 milliards de francs CFA annuels. Mais quelle est la politique du gouvernement pour réduire ce taux? On ne voit pas ça. Moi, je n'ai jamais vu la politique du gouvernement. Le PND aujourd'hui, mais c'est pas encore mis en exergue. On est déjà une année là, passée là. Il nous reste 4 ans. Et après, on va aller à la phase électorale et puis bon, voilà.
Donc c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on se leurre. C'est normal en tant que nationaliste de dire oui, on va arriver. Mais comment on va y arriver? C'est là le vrai problème. Déjà vers les pays limitrophes. Qu'est-ce que le Congo exporte? C'est le manioc. Moi je sais que c'est le manioc. Une partie de manioc. Le Congo exporte déjà du sucre, de la sarisse. Le Congo exporte aussi, je crois, le ciment. Le ciment, parce que n'oubliez pas que nous avons beaucoup de cimenteries aujourd'hui. Et que la RDC pourra aussi, même s'il y a des cimenteries là-bas, et pourra aussi avoir besoin du ciment du Congo. Par rapport au coût, certainement. Donc, vous savez, moi je veux parler en tant qu'économiste. Allez-y. Quand vous insistez sur le prix, mais qui détermine le prix dans un pays? On n'a pas insisté, on suppute. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les cadres que nous sommes, nous restons pessimistes. À un moment, on dit, le gouvernement ne fait rien. Lorsque le gouvernement veut faire une activité qui peut nous booster, qui peut nous pousser à réfléchir pour aller plus en avant, on dit, non, il ne fallait pas faire, le mois n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas ça. C'est ça ce qui m'inquiète. Aujourd'hui, le pont route rail, c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pour nos petits-fils demain. Mais nous avons un gouvernement aujourd'hui qui veut faire ce travail-là. Il faut d'abord l'encourager. Il faut d'abord le féliciter. Ensuite, demain, voir, une fois qu'on a déjà le pont route rail, concrètement maintenant, qu'est-ce que le pays fait? Qu'est-ce que nous vendons? Pendant qu'on n'a pas encore construit, M. Mexon nous pose des questions, qu'est-ce qu'on va exposer, qu'est-ce qu'on va exporter demain? Non, on va y revenir. Non, s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup. On va y revenir après la pause. Pendant qu'on n'a pas encore construit, je pose l'action de savoir qu'est-ce qu'on peut donner. Est-ce qu'il faut construire avant de produire ou produire avant de construire? C'est un dilemme, on en reparle. C'est déjà une question qui a déjà sa réponse. On en reparle. Puisque la construction commence le 20 octobre 2020.